notre invité politique ce matin, c'est David Corban. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Christelle Bertrand. Bonjour Yann, bonjour David Corban. Bonjour, Christelle du groupe La Dépêche. On va parler environnement, climat avec vous David Corban. Le Haut Conseil pour le climat juge que les efforts de la France pour lutter contre le réchauffement climatique sont toujours insuffisants pour respecter ses objectifs, mais il reconnaît quand même qu'il y a une baisse des émissions françaises de CO2 qui s'est accentuée en 2019. Est-ce que c'est la preuve que le gouvernement se donne quand même les moyens pour le climat pour vous ? Non, vous avez une lecture bienveillante, c'est tout à votre honneur, des travaux du Haut Conseil pour le climat. En réalité, les raisons pour lesquelles ça a légèrement et pas assez vite baissé en 2019, c'est des raisons qui sont pas structurelles, mais conjoncturelles, notamment un hiver très doux. Et hélas, on n'est pas sur la bonne lancée. En plus, ici au Sénat, le projet de loi climat résilience a été revu encore à la baisse. Ce qu'il faudrait faire pour pouvoir être en dessous les 1,5 degrés, c'est-à-dire simplement respecter les accords de Paris. Il faudrait baisser de 65% en Europe et donc aussi en France nos rejets de gaz à effet de serre à horizon 2030. L'Union européenne n'a pas fait assez. On est soi-disant à moins 55% net. Désolé, c'est un peu relou, mais 55% net, c'est pas une baisse de 55%. Parce qu'on compte ce qu'on appelle les puits de carbone. Donc en vrai, c'est une baisse de 52,8. Il faudrait moins 65. Donc déjà, on n'est pas assez. Et là, avec ce qu'a modifié le Sénat, on est à moins 30. Donc on voit bien qu'on est à un rythme qui n'est pas assez soutenu. Et je dis pas ça. C'est pas comme dans les autres domaines, la question de l'environnement où on joue à Madame ou Monsieur Plus pour avoir plus de trucs. La nature, elle négocie pas. Soit les conditions d'habitabilité de la Terre sont réunies, soit elles ne le sont plus. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, avec des records de température. Bref, on est dans un moment de bascule de notre civilisation, et soit on a la prise de conscience d'agir en conséquence, soit on continue sur une lancée qui n'est pas suffisante. Le Sénat, justement, dit qu'il a modifié le texte pour aller plus loin. Vous partagez pas cet avis ? Non, moi, quand je vois les travaux de mes collègues écologistes qui ont un groupe désormais au Sénat, qui avaient proposé un projet de loi climat-résilience alternatif, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voté là ce qui s'est fait, c'est qu'on n'est pas dans la bonne lignée. Il y a des reculs sur... On recule les échéances. C'est-à-dire que sur les objectifs, on dit... Alors, j'ai dit qu'ils n'étaient pas suffisants, mais... On pérore sur des objectifs, mais quand il s'agit de voir ce qu'il faut faire concrètement, on n'y arrive pas. C'est d'ailleurs ce que dit le Haut Conseil pour le climat. On reporte à plus tard. Il n'y a pas de mesures, entre guillemets, contraignantes, c'est-à-dire qui font en sorte qu'il y a vraiment des décisions qui sont suivies des faits. C'est le cas de l'analyse du Haut Conseil pour le climat, mais c'est le cas aussi de l'analyse du comité de citoyens pour le climat, où là aussi, il y a seulement 10% des propositions des citoyens qui, in fine, sont reprises. On est très loin de la promesse d'Emmanuel Macron, qui avait dit sans filtre, et 146 propositions. Là, le Sénat, par exemple, sur l'artificialisation des sols, sur les zones à faible émission ou sur les éoliennes, redonne la main aux collectivités locales, en disant ce sera fait au plus près du terrain, on pourra faire de la dentelle. C'est pas une bonne solution pour vous ? Alors, ça paraît sympathique, ouais. Et d'ailleurs, à certains points de vue, ça l'est, sauf qu'en matière d'artificialisation des sols, si vous donnez le pouvoir à une commune périurbaine qui a des difficultés de perte d'habitants, qui a des difficultés de perte de recettes fiscales, la tentation pour autoriser un centre commercial, une nouvelle zone pavillonnaire va être énorme. C'est pourquoi, sous le gouvernement précédent, on avait fait passer toute la question des PLUI, des plans locaux d'urbanisme, au niveau intercommunal, pour qu'il y ait une vision de bassin de vie sur comment on fait l'usage des terrains. Et donc ça permet de protéger les terres agricoles, ça permet de protéger les terres de biodiversité, les espaces naturels, et de plutôt concentrer l'habitation quand il faut en faire autour des axes de transport en commun. Donc là, j'ai peur que cette décision, je comprends venant du Sénat, que vu que leurs mandants, ce sont les maires des collectivités, donc je comprends qu'ils aient fait ça. En matière de lutte contre l'artificialisation, je crains qu'il y ait beaucoup d'effets pervers à cette décision. Et sur les éoliennes, par exemple, là aussi, ils ont redonné la main aux maires en disant qu'il faut un droit de veto des maires sur l'implantation des éoliennes. Est-ce qu'ils ont eu raison ? Est-ce que vous comprenez ? On sait que c'est un sujet qui est beaucoup monté pendant cette campagne des régionales. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Français qui disent « mais moi, je veux pas d'éoliennes à côté de chez moi ». Je le comprends d'autant mieux que en matière de politique énergétique alternative comme l'éolien, l'État n'a pas joué son rôle. Il faut mettre de l'ordre dans ces histoires.
Sur l'implantation des éoliennes sur Terre, la décision qui a été prise ne changera pas le problème. Parce que quand vous allez voir ce qui se passe, la mairie qui est concernée par l'implantation de l'éolienne, elle est pour. Parce que c'est des recettes, etc. C'est les communes autour qui ne sont pas pour. Et donc, ce n'est pas par ce moyen qu'on va empêcher une forme d'anarchie dans l'implantation des éoliennes. C'est en mettant des plans d'implantation d'éoliennes qui soient clairs, et c'est surtout en associant les habitants, les collectivités locales, dans des coopératives d'installation d'éoliennes, où les bénéfices de l'installation de l'éolienne revient aux habitants du secteur et aux collectivités du secteur. Aujourd'hui, ce sont des industriels qui arrivent, qui un peu débauchent les terrains pour trouver une implantation et s'en vont ensuite avec les profits. Donc, ce n'est pas la bonne méthode pour qu'il y ait une acceptabilité. Deuxième élément, en France, nous avons la deuxième façade maritime du monde. Vous savez combien il y a d'éoliennes offshore qui sont raccordées ? Il y en a 2. Donc, il y a une charge sur l'éolien terrestre, parce que c'est le plus facile à faire. Il faut développer, dans une certaine mesure, mais développer plus qu'aujourd'hui, l'éolien offshore. Est-ce que vous entendez la grogne justement des habitants ? Parce que là, vous parliez des collectivités qui disent c'est pas agréable comme environnement. Absolument, mais je veux dire pourquoi j'entends. Parce qu'il y a... Alors d'abord, il faut être honnête avec ça. Si on veut de l'électricité et de l'énergie, il faut bien la produire. Il n'existe pas, il n'existera jamais, de modes de production énergétique qui sont indolores pour l'environnement et notre qualité de vie. Produire de l'énergie, en consommer, ça implique des nuisances. Donc, il faut un débat démocratique sur quelles nuisances on consent. Et deuxième élément, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'on n'en parle jamais, mais le premier sujet, c'est qu'on a un modèle de civilisation qui considère que l'énergie, on peut la dépenser de façon en toute impunité. La réalité, c'est que c'est pas ça. Deuxième sujet, sur pourquoi c'est ressenti avec violence ? Parce que souvent, ces éoliennes et les gens qui les installent arrivent un peu comme des sauveurs sur des territoires qui sont déjà oubliés depuis longtemps, qui ont déjà plein de routes, qui ont déjà un paysage dégradé, les zones commerciales, des friches industrielles. Et là, les gens se disent, mais c'est pas possible, c'est toujours sur nous que ça tombe. C'est vécu comme non seulement un manque de respect, mais une forme d'humiliation de ces territoires et de celles et ceux qui y vivent. Donc ça, il faut le prendre en considération. Parce qu'en réalité... Donc il y a un risque de fracture pour vous, un risque de fracture territoriale, un risque de fracture sociale. Éoliennes. Si vous voulez, les éoliennes se surajoutent à un phénomène global de métropolisation de la France, où vous avez des territoires qui sont avantagés au détriment de territoires qui sont considérés comme périphériques, d'ailleurs on les appelle comme ça, qui sont plus par les décideurs politiques considérés comme des endroits où on vit, mais des endroits où on passe, où on fait l'épandage des bouts des aires, des stations d'épuration des métropoles, où on fait l'agriculture intensive, où on installe les zones commerciales, où on vire les entreprises et on se retrouve avec des friches industrielles, comme je le disais. Et donc là, pour moi, les éoliennes, c'est un symptôme d'un manque de pensée de l'égalité des territoires. Un mot sur ce qui se passe au niveau européen. Les États membres de l'Union européenne qui ont approuvé cette semaine une nouvelle loi climat qui rend les objectifs de réduction de gaz à effet de serre juridiquement contraignants. C'est une loi qui vise à placer le climat au cœur de toutes les décisions finalement de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire que l'Union européenne est au rendez-vous de ces questions ? Et non, parce que là encore, il y a une déclaration d'intention. Je vous cassais les pieds tout à l'heure avec les chiffres des 55, 65, 52. L'Union européenne, c'est ce que je vous disais. Elle dit 55, il faudrait 65. Donc, je comprends, on va dire, ah oui, mais c'est mieux parce qu'avant c'était tant. Oui, mais c'est pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous le disais, soit on réunit les conditions pour rester en dessous des 1,5%. Si on fait 65% de baisse en 2030, on a 66% de chance, je dis beaucoup trop de pourcentage là, 66% de chance d'être en dessous des 1,5 degrés. Si on fait 55% de baisse, on n'est qu'à une chance sur deux d'être en dessous de 2 degrés. Donc vous voyez la probabilité de rester en deçà des chiffres dont on a besoin pour continuer à habiter la Terre. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'elle est plus au rendez-vous que les États membres, en tout cas ? Oui, mais le problème, c'est qu'elle ne se donne pas les moyens concrets d'agir. Je vais vous donner un exemple, la politique agricole commune. C'est-à-dire que c'est la moitié du budget, c'est 40% du budget de l'Union européenne, la politique agricole commune. Est-ce qu'on a changé de braquet en matière de politique agricole commune ? Non. Donc toujours pareil, l'Union européenne se fixe des objectifs, mais quand il s'agit d'aller dans le détail des choses, est-ce qu'on arrête le gaz ? Est-ce qu'on arrête de financer les infrastructures gazières, y compris celles qui sont déjà lancées ? Est-ce qu'on investit suffisamment pour faire la transition énergétique ? Est-ce qu'on ne cède pas trop sur le fait de maintenir des dérogations pour les quotas carbone ? Sur tout ça, on n'arrive pas à le faire. Est-ce qu'on fait une fiscalité juste sur les transactions financières ? Eh bien, ça, on le repousse à 2026. Donc vous voyez, il y a
des déclarations, toujours bon à prendre, mais qui ne sont pas au rendez-vous du rythme dans lequel il faut agir. Un dernier mot sur ces sujets avant de parler des régionales avec Christelle. Comment vous expliquez que les États membres, que l'Union européenne ne soient pas au rendez-vous, comme vous dites? Est-ce que finalement, ils ne sont pas à l'écoute des populations qui n'ont pas envie d'aller plus vite ou plus loin? Comment vous sentez l'atmosphère? Alors ça, je ne crois pas du tout. Vous savez, encore une fois, pourquoi je ne crois pas? Parce que regardez, la Convention citoyenne pour le climat, on a pris au sort 150 citoyens, qui n'étaient pas spécialement écolos au départ. Eux, ils disent on est prêts. Ceux qui ne sont pas prêts, c'est les lobbies. C'est les forces installées, les forces économiques dominantes qui, on le sait, dictent bien trop souvent leurs règles, pas seulement au niveau européen, au niveau national et même infranational, ça arrive aussi, qui, elles, ne veulent pas changer suffisamment vite. Et il y a un deuxième obstacle, c'est que la démocratie européenne, elle est inachevée. Quand vous regardez ce que vote le Parlement européen, c'est plutôt plus ambitieux. Mais après, il y a un deuxième couperet, qui sont les États-nations. C'est le Conseil, c'est la réunion des États, qui, elles, ces États ont des intérêts contradictoires. Et il faut l'unanimité pour prendre ces décisions. Et donc là, vous avez un taquet qui baisse une nouvelle fois. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voté à la fin. Parce qu'une fois que le Conseil a discuté de cette loi européenne sur le climat, c'est revenu devant le Parlement et ils avaient encore ratiboisé les trucs. Donc, mais juste, est-ce que c'est les lobbies? Parce qu'on l'a vu, par exemple, sur la taxe carbone, c'était pas les lobbies. Il y a une partie des Français qui étaient contre la taxe carbone. Là, sur les zones à faible émission, il y a des Français qui disent « Mais moi, j'ai pas les moyens de changer de voiture. Voilà, il va falloir que je fasse avec ma voiture au diesel. J'ai pas les moyens de le faire. » Est-ce que c'est uniquement les lobbies ou est-ce qu'il n'y a pas une partie des Français mais qui n'ont pas les moyens d'appliquer une politique écologique telle que vous la souhaitez? Non, alors d'abord, vous avez raison. Mais ce que les Français n'ont plus les moyens d'appliquer, c'est le modèle actuel. C'est pas à cause de l'écologie que la facture énergétique, et la fracture d'ailleurs, augmente. C'est pas à cause de l'écologie que les loyers augmentent. C'est pas à cause de l'écologie que les salaires baissent, qu'il y a une précarisation du travail. Donc en réalité, le vrai sujet, ce qui fait que la vie coûte de plus en plus cher, c'est pas l'écologie, c'est l'absence d'écologie. C'est qu'on a conçu des infrastructures, on a conçu l'organisation d'un territoire, on a conçu un modèle économique sur la base d'une énergie bon marché illimitée et sans conséquence pour l'environnement. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. Donc si on veut résoudre, y compris les problèmes de pouvoir d'achat, et l'exemple des Gilets jaunes est excellent. Les Gilets jaunes, les gens ont dit, mais vous vous rendez pas compte, déjà, toutes les dépenses imposées que nous avons. Et nous, si on prend la voiture qu'on nous a encouragé à acheter diesel, pour aller au travail, c'est pas par plaisir. Aujourd'hui, la voiture, c'est plus un outil de liberté, sauf pour les très riches. Pour la plupart des gens, c'est une charge. C'est en moyenne 500 € par mois. Pour les gens qui ont vraiment une voiture pourrie parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est 300 € par mois. C'est donc 2 SMIC, plus de 2 SMIC par an. C'est un 13e et un 14e mois écolo, si on arrivait à trouver des solutions alternatives. Et qu'est-ce qui n'a pas marché, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes? C'est que le gouvernement a quand même été gonflé. Il a fait une fiscalité imposée et il n'a pas dit on utilise cet argent pour vous libérer des charges imposées que vous avez. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'argent, mais pour autre chose, notamment la réduction de charges pour les entreprises. C'est là qu'est l'injustice, à mon avis. Allez, on va parler des régionales, Christelle. On a quand même le sentiment que le discours sur l'environnement, qui est votre discours, a du mal à passer. Dimanche et dimanche précédent, vous avez été victime, comme les autres, d'un taux d'abstention assez important. Est-ce que vous avez pas du mal à être audible auprès des électeurs, comme les autres partis politiques, alors que l'urgence climatique, vous le dites, est là? Mais sans aucun doute, vous avez raison. Je pense que le premier enseignement de ces dernières élections, c'est une claque. C'est une claque qui a été décernée à l'ensemble de la classe politique. Pourquoi ? Oui. À mon avis, pourquoi? Je n'ai pas toutes les réponses, mais parce que les sujets qui ont été évoqués pendant cette campagne n'étaient peut-être pas les sujets qui, en définitive, intéressaient les Françaises et les Français. Même par les représentants de votre propre parti politique? On a eu du mal à avoir voix au chapitre. On a parlé beaucoup de la question de l'insécurité, de la migration, de la brutalité, de la police, qui ne sont pas des conséquences d'ailleurs ni départementales ni régionales, vous le savez, vous suivez ces dossiers-là. Et nous, c'est vrai, là où vous avez raison, c'est qu'on a eu du mal à imposer, une juste hiérarchie des thématiques. Et donc, on a eu du mal à imposer les thématiques écologiques. Après, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras musclés. Parce qu'on a dit que la pandémie, justement, rendait un peu plus audibles ces sujets. L'environnement, aujourd'hui, vous le disiez, il fait 50 degrés à Vancouver. On sent bien que le sujet est sur la table. Pourquoi vous avez tant de mal à être audible? Et parce que c'est dur et qu'on ne décide pas, on n'est pas les seuls prescripteurs des thématiques de campagne qu'il peut y avoir. Après, là où il faut être juste, c'est qu'entre 2015 et 2021, la seule force politique qui a augmenté en nombre de voix, malgré l'abstention record, c'est les Verts. C'est-à-dire que nous, dans quasiment toutes les régions, sauf en Occitanie, on a augmenté en nombre de voix, alors que toutes les forces politiques ont baissé en nombre de voix, celles qui étaient présentes évidemment à l'époque. Donc, vous n'arrivez pas à aller plus loin et à remporter une région. C'est vrai, mais
personne n'en a gagné des régions, en tout cas en France métropolitaine. Donc il y a eu une forme de statu quo, ça c'est vrai. Après, on a des progressions qui sont inédites, non seulement aux élections régionales, mais aussi aux élections départementales, ce qui est un bon signe parce que c'est quand même marqueur d'une implantation de l'écologie politique dans les territoires qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Si vous me dites oui, mais c'est quand même par rapport aux enjeux écologiques, c'est quand même, enfin c'est pas ce que vous avez dit, mais vous devriez faire plus de voix, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Après, on fait ce qu'on peut et malgré tout, on y arrive. On arrive petit à petit à convaincre. La question qu'on se pose, on a vu une nette progression lors des municipales de nouveaux candidats. Des villes ont été remportées, de nombreuses villes, par Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, on a l'impression que marquer un peu le pas. Est-ce que les déclarations des différents maires depuis les municipales n'ont pas pu décevoir certains électeurs? Enfin, en tous les cas... Vous avez raison de poser la question parce que pour rien vous cacher, je me posais la même. Et c'est pour ça que j'étais voir précisément nos scores au régional et au départemental, là où nous avons gagné des villes. Et dans quasiment toutes ces villes, nous sommes en tête. Nous sommes en tête à Strasbourg, nous sommes en tête à Lyon, où la région Rhône-Alpes-Auvergne a été gagnée de 20 points d'avance sur la région par Laurent Wauquiez. Et à Lyon, nous sommes en tête. Même à Bordeaux, on est devant, on n'est pas premier, mais on est devant l'ancien maire, la liste de l'ancien maire de Bordeaux, alors c'est les villes que je vous cite qui avaient semé le plus de... Donc je crois que toute la légende selon laquelle, enfin la légende, en tout cas l'analyse qui était légitime de dire... Et vous-même, vous avez eu un doute. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai vérifié. Et en fait, non. Et non seulement on a fait des bons scores au régional, mais dans ces villes où on n'avait même pas forcément gagné, mais fait des bons scores au municipal, on gagne à la régulière, sans accord, des cantons. On a fait une razzia à Lille, à Rennes. Donc je ne crois pas à cela. Par contre, ce qu'il est juste de dire, c'est que si dans ces territoires-là, l'écologie continue de s'implanter, sur le reste des territoires de ces régions, on a eu du mal à faire suffisamment pour battre les sortants. Mais malgré tout, on progresse. Voilà, j'essaye de voir le verre et les verres à moitié plein. Un autre des enseignements de ces régionales, c'est que vous avez eu du mal à passer des alliances, notamment avec le Parti socialiste. Est-ce que ça complique un peu l'approche de la présidentielle pour vous? Alors, pardon de vous corriger, mais nous, on n'a pas eu du tout de mal à faire des alliances. Quand nous étions en tête, non, mais c'est important. Quand nous étions devant, nous avons fait des alliances. Ceux qui n'ont pas réussi à faire des alliances, c'est le Parti socialiste quand eux étaient en tête. Ces alliances ne sont pas concrétisées. Excusez-moi, mais... Pas partout. Dans 3 régions, il y a eu des alliances, notamment au Centre-Val de l'Or, en Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Enfin, avant, c'était quasiment partout. Donc ça, c'est quand même un fait politique. On ne peut pas renvoyer dos à dos celui qui est victime du rejet et celui qui en est l'auteur. Ça serait pas juste. Mais quand même, quand vous voyez le score de Carole Delga en Occitanie, qui a été la présidente la mieux élue, près de 58% des voix, alors que pour le coup, elle n'a pas fait d'alliance avec les écologistes. Est-ce que ça pose pas question? Est-ce que ça renforce pas quand même le Parti socialiste? Je veux dire, Carole Delga a fait une très bonne campagne, efficace, à notre détriment, et elle a gagné largement. Mais je veux dire, il y a une chose qu'il faut regarder au-delà des pourcentages, c'est que Carole Delga, entre 2015 et 2021, au deuxième tour, elle a perdu 200 000 voix. C'est-à-dire 20% du nombre de voix qu'elle avait fait en 2015. Vous allez me dire, ok, mais l'abstention a augmenté. Mais quand même, c'est compliqué de dire qu'une force politique et qu'une candidate est en dynamique quand elle perd 20% de l'électorat de la mandature d'avant. Mais elle a gagné. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, dans d'autres régions comme en Bretagne, on dit que la Bretagne a été gagnée par le Parti socialiste. Au moment où nous parlons, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le président sortant socialiste de la Bretagne, il n'a pas de majorité pour se faire élire au Parlement de Bretagne. Donc vous voyez, les choses sont un peu plus nuancées que ça. Ça veut dire quoi? Que vous serez potentiellement une force de blocage en Bretagne? Non, attendez, on n'est pas une force de blocage. Nous, on voulait fusionner entre les deux tours. Mais que vous allez quoi? Vous allez devoir négocier point par point pendant tout le mandat? Je vais vous dire, non, de deux choses l'une. Soit le président sortant ne peut pas être président sans nous. Et donc, s'il fait un accord avec nous, c'est pas une région socialiste. C'est une région socialiste et verte. Soit il se passe de nous, et il fait plutôt, à mon avis, comme il en a l'intention, avec LREM. Et dans ce cas-là, c'est plus une région socialiste. C'est une région socialiste, majorité présidentielle. Donc, vous verrez, dans les jours qui viennent, les choses... Mais au-delà de ces questions-là, par rapport à votre question initiale, qui est une question très importante sur la capacité d'alliance. Moi, je constate aujourd'hui que le Parti socialiste a perdu en capacité de centralité. En capacité de centralité sur le fond politique, on voit bien qu'il y a des forces contraires au sein du Parti socialiste, avec d'un côté M. Huchon,
qui appelle à voter pour Valérie Pécresse en Île-de-France, Madame Delga qui dit les écologistes c'est très bien, mais moi je vais le faire toute seule, j'ai pas besoin d'eux, et d'autres avec qui ça se passe très bien. Dans ma région, en Normandie, on a fait dès le premier tour derrière le Parti socialiste et on a des bonnes relations. Et donc ça, c'est un problème. Mais en quoi vous avez gagné en capacité de centralité? Est-ce que vous entendez aujourd'hui les socialistes qui disent nous on a gagné des régions, c'est à nous de porter notre... C'est à nous, en tout cas on a conservé les nôtres, ils en ont gagné en Outre-mer quand même, et c'est à nous du coup de porter la voix de la gauche à la présidentielle. Comment vous allez contrer ça? Mais moi je ne cherche pas à le contrer. Le Parti socialiste est un parti qui a le droit d'avoir une candidature à la présidentielle. Mais pardon, c'est pas moi qui depuis un an dit il faut s'unir, il faut s'unir. C'est un monsieur qui s'appelle Olivier Faure. Moi, c'est en politique, j'aime bien la constance. Moi, j'ai toujours dit que je suis écologiste, je ne suis pas socialiste, je suis écologiste avant d'être de gauche. Mes valeurs, c'est celles de l'écologie. Je respecte la gauche, bien sûr, son histoire humaniste, mais je pense que ce qu'il faut au XXIe siècle, c'est une nouvelle matrice qui s'appelle l'écologie politique. Et donc, je suis très constant là-dessus. Et si vous voulez, je ne demande pas aux socialistes, déjà, je ne demande pas aux socialistes d'être écologistes. Déjà, non, mais est-ce que vous accepteriez-vous que le candidat écologiste se range derrière un candidat socialiste? Mais ça n'a pas de sens. Nous, on pourquoi ça n'a pas de sens? Pourquoi c'est aux socialistes de se ranger derrière un candidat écologiste? Mais je ne leur demande pas de se ranger derrière nous. Donc, il n'y aura pas de candidature d'alliance? Ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, ce que j'aime, c'est la clarté. Et d'ailleurs, l'abstention qu'on a vécue montre cela. Il y a 66% des gens qui n'ont pas été votés. Pourquoi? Un, je l'ai dit, le climat politique délétère fait que ça ne donne pas tellement envie d'aller voter. Et deux, il y avait un manque peut-être de clarté dans les offres politiques qui étaient faites. Et donc moi, je suis pour la clarté. On est écologiste, on propose un projet écologiste. Mais un rafistolage d'alliance entre des gens qui ne veulent, en définitive, pas travailler ensemble. C'est ce que nous a enseigné le Parti socialiste entre les deux tours de ces régionales. D'un côté, ils disent on veut candidature commune. De l'autre côté, ils disent on veut pas se mettre avec vous. C'est la vie. La dernière question sur la primaire des écolos, Christelle. C'est ça, une question sur la vie interne de votre parti. Donc Éric Piolle devrait, ou c'est peut-être déjà déclaré pendant que nous parlions à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Delphine Batho, Yannick Jadot retardent visiblement leur déclaration de candidature. Est-ce que cette primaire a du plomb dans l'aile? Est-ce que... ou pas? Non. Ou elle va avoir lieu? Oui, elle aura lieu. Elle aura lieu pour plein de raisons. D'abord, aucune candidature à la candidature ne s'impose naturellement. Donc il est normal dans une formation politique démocratique que le choix se fasse non seulement par les militantes et les militants, mais vous savez que ça sera une désignation qui sera ouverte. Donc toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui souhaitent y participer, pourront s'inscrire, je crois que c'est 2 €, pour pouvoir choisir quelle candidature ils souhaitent voir porter l'écologie politique. Moi, je pense qu'en démocratie, c'est une bonne chose de faire comme ça. Je pense que c'est normal. Et vous savez que les Verts, on nous moque parfois à cause de ça, sont très attachés à la démocratie, y compris leur démocratie interne. Et donc, non, il n'y a aucune raison qu'on fasse autrement, parce que c'est juste de faire comme ça. Et je me vous soutenez qui, vous, dans cette primaire? Moi, je me réjouis de la candidature d'Éric Piolle. Et lors de cette primaire, je voterai pour lui. Je pense que c'est un candidat solide, sérieux. Il a montré qu'il était capable de faire gagner l'écologie sur une ligne claire à Grenoble. Il a montré qu'en plus, les habitantes et les habitants en étaient satisfaits, puisqu'il était très largement réélu aux dernières municipales. Et je pense qu'il correspond à une personnalité dont on a besoin dans le temps politique, un peu plus sur les questions de terrain, pas péremptoire. C'est pas la politique Instagram, quoi. C'est la politique concrète. Donc un dernier mot rapidement, puisque Anne Hidalgo met sa candidature à la présidentielle sur les rails. Il va y avoir une tribune d'élus qui vont la soutenir. Est-ce qu'elle a réussi à faire l'Alliance socialiste écologiste à Paris? Est-ce que ça serait une bonne candidate que vous pourriez soutenir? Non, parce que elle le dit pas souvent, mais Anne Hidalgo est socialiste. Moi, j'ai rien. Encore une fois, j'ai rien contre le socialisme et les socialistes. C'est juste, je pense. C'est pas la social-écologie pour vous? Non, je pense que la social-démocratie ne correspond plus n'est plus une réponse aux enjeux du XXIe siècle. Et par ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'Anne Hidalgo et les écologistes à Paris, c'est quand même un peu plus que compliqué. Donc c'est compliqué de se mettre derrière quelqu'un qui considère que nous serions ambigus, par exemple, avec la République. Il faut être cohérent dans la vie. Merci beaucoup. Merci David Cormand d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup Christelle.